au dîner de famille, ma belle-sœur avait amené son petit ami qui n'arrêtait pas de me regarder pendant le repas. C'est alors qu'elle a crié à travers la table, « Vous allez arrêter de vous regarder tous les deux ?» Mon mari, assis à côté de moi, s'est levé, furieux, a attrapé la poêle chaude sur la cuisinière et me l'a jetée au visage en disant, « Quelle femme dégoûtante !» L'huile bouillante a ébouillanté ma peau, et je suis tombée au sol en hurlant. J'ai dit à travers la douleur, je ne l'ai même pas regardé. C'est alors que le petit ami de ma belle-sœur a dit avec un sourire en coin, « Pourquoi mens-tu ? Tu m'as souri tout à l'heure. » C'est à ce moment-là que ma belle-mère a perdu la tête. Elle m'a attrapée alors que j'étais allongée sur le sol, le visage couvert de brûlures, m'a traînée hors de la maison par les cheveux et a dit, « Dégage. Ne reviens jamais ici. » Pendant ce temps, ma belle-sœur et les autres souriaient en coin et riaient. C'est là que j'ai décidé de détruire leur vie à tous. L'huile a frappé mon visage à 19h43 précise, un mardi de mars. Je le sais parce que j'ai fixé l'horloge de la cuisine pendant que les ambulanciers s'occupaient de moi, essayant de me concentrer sur autre chose que l'agonie qui se propageait sur ma joue et ma mâchoire. Brûlure au 2e et 3e degré, m'ont-ils dit à l'hôpital, des cicatrices étaient probables. Mon mari, Vincent, n'est pas venu avec moi dans l'ambulance. Personne de sa famille n'est venu. J'ai passé 3 jours dans l'unité des grands brûlés. Mon téléphone est resté silencieux, à l'exception des appels de ma propre mère, qui a pris l'avion depuis l'Ohio dès qu'elle l'a appris. Elle s'est assise à côté de mon lit d'hôpital, les larmes coulant sur son visage, tenant ma main non bandée. Le médecin a dit que j'avais de la chance que l'huile ait principalement touché le côté gauche de mon visage et de mon cou. De la chance ? Quel mot étrange à utiliser. Vincent s'est finalement montré le 2e jour. Il est entré dans ma chambre d'hôpital comme si de rien n'était, portant des fleurs bon marché du supermarché. L'infirmière qui vérifiait mes signes vitaux s'est arrêtée et l'a dévisagé. « Nathalie, nous devons parler de ton comportement », a-t-il commencé. Je l'ai regardé avec mon seul œil fonctionnel, l'autre étant encore fermé par l'enflure. « Dehors. Tu m'as embarrassé devant toute ma famille, flirtant avec Bradley comme une sorte de... Sors d'ici avant que j'appelle la sécurité. » Il a laissé les fleurs sur la table de chevet. C'étaient des œillets, le genre qui coûte $4,99. Nous étions mariés depuis 6 ans. Il savait que j'étais allergique aux œillets. Ma mère les a jetés à la poubelle après son départ. Puis elle s'est rassise et m'a posé la question que j'évitais. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Par la fenêtre de l'hôpital, je pouvais voir la ville s'étendre en contrebas. Toutes ces vies qui avançaient, tandis que la mienne venait d'exploser. Vincent travaillait comme comptable senior chez Morrison et Associés, l'un des cabinets les plus prestigieux de Philadelphie. Sa mère, Patricia, dirigeait une entreprise de traiteurs prospères qui servait la moitié des familles riches de la Main-Line. Sa sœur, Gwendaline, avait épousé un homme riche, bien qu'elle ait gardé son emploi à temps partiel dans une galerie d'art, plus pour les apparences que par nécessité. Son petit ami, Bradley, était une sorte d'agent immobilier commercial, du genre à porter des costumes chers et à conduire une BMW en leasing. Ils avaient détruit mon visage parce que Gwendaline était devenue jalouse d'un homme que je n'avais même pas regardé. Ils m'avaient humilié, défiguré, jeté comme un déchet, et Vincent n'avait rien fait pour l'empêcher. Pire que rien, c'était lui qui tenait la poêle. Je vais leur faire regretter de m'avoir rencontré, ai-je finalement dit à ma mère. Elle a serré ma main. Tout ce dont tu as besoin, ma chérie. Tout ce dont tu as besoin. Le premier appel que j'ai passé après ma sortie a été à Teresa Morrison, une avocate spécialisée en divorce qui s'était occupée de la séparation de ma collègue l'année précédente. Elle avait la réputation d'être impitoyable. J'avais besoin d'impitoyable. Nous nous sommes rencontrés dans son bureau en ville où elle a jeté un coup d'œil à mon visage bandé et m'a immédiatement offert de l'eau, des mouchoirs, un fauteuil confortable près de la fenêtre. Elle n'a pas demandé ce qui s'était passé jusqu'à ce que je sois prête à le lui dire. Je veux que tout soit documenté, ai-je dit. L'agression, les brûlures, les factures médicales. Je veux les rapports de police, les dossiers hospitaliers, les dépositions de témoins si nous pouvons en obtenir. Et je veux lui prendre tout ce qu'il possède.
Teresa a hoché la tête, prenant déjà des notes. Quelqu'un d'autre a-t-il été témoin de l'agression? Toute sa famille. Sa mère, sa sœur, le petit ami de sa sœur. Environ 8 personnes au total. Et personne ne vous a aidé? Sa mère m'a traîné dehors par les cheveux alors que j'étais brûlée et que je saignais sur le sol. Le stylo de Teresa s'est arrêté de bouger. Elle m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la rage dans les yeux. On va les enterrer. La Pennsylvanie est un État de distribution équitable, ce qui signifie que le tribunal diviserait nos biens matrimoniaux de manière juste, mais pas nécessairement égale. Vincent et moi avions acheté notre maison ensemble il y a 5 ans, une belle maison coloniale de 3 chambres dans un bon district scolaire. Nous avions économisé de l'argent, investi dans des comptes de retraite, construit ce que je pensais être une vie. Il gagnait plus d'argent que moi, qui travaillait comme graphiste dans une agence de marketing de taille moyenne, mais j'avais largement contribué à nos comptes joints au fil des ans. Teresa a déposé les papiers du divorce ainsi qu'une ordonnance de protection contre les abus, PFA. La PFA signifiait que Vincent ne pouvait pas m'approcher, me contacter, ni mettre les pieds dans notre maison. L'expression de son visage lorsque le shérif lui a signifié les papiers à son travail a dû être inestimable. Je n'étais pas là pour le voir, mais l'ami de ma mère, Karen, travaillait dans le même immeuble et m'a rapporté qu'il était devenu blanc comme un linge. Il a essayé de m'appeler 37 fois ce premier jour. Je n'ai pas répondu. Sa mère a appelé aussi, laissant un message vocal disant que je faisais ma dramatique et que je déchirais la famille pour un accident. Un accident? Comme si son fils avait trébuché et m'avait accidentellement jeté de l'huile bouillante au visage. Le rapport de police a énormément aidé mon cas. Les agents intervenus avaient photographié mes blessures, documenté les motifs des brûlures et recueilli les déclarations des ambulanciers. Ils avaient également tenté d'interroger Vincent et Patricia, mais tous deux avaient refusé de parler sans la présence de leurs avocats. Ce refus paraissait accablant dans le rapport. Mes factures médicales ont dépassé les 40 000 $ dès le premier mois. Traitement d'urgence, soins en unité des grands brûlés, rendez-vous de suivi avec un chirurgien plasticien, médicaments sur ordonnance, physiothérapie pour les lésions nerveuses au cou et à l'épaule où l'huile avait éclaboussé. Mon assurance maladie en couvrait une partie, mais les franchises et les copaiements s'accumulaient rapidement. Teresa a intenté une action civile contre Vincent, Patricia et Gwendaline pour voies de fait, coups et blessures, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle et frais médicaux. Elle voulait inclure Bradley aussi, mais il n'avait fait que de fausses déclarations, sans participer physiquement à l'agression. Néanmoins, elle a noté que son témoignage pourrait être utilisé contre lui d'autres manières. Le processus de communication des preuves a été brutal pour eux. Teresa a tout réclamé par assignation, relevé bancaire, déclaration de revenus, documents commerciaux, communication. Vincent a dû remettre ses emails, ses SMS, et même ses comptes de réseaux sociaux. L'entreprise de traiteur de sa mère, Patricia S. Findinning, a dû ouvrir complètement ses livres de compte. Les finances de Gwendaline ont également été scrutées, y compris l'argent que son mari Lucas lui fournissait. Ce que nous avons découvert était fascinant. L'entreprise de Patricia dissimulait des revenus depuis des années, sous-déclarant les paiements en espèces pour éviter les impôts. Elle avait gagné près de 200 000 $ l'année précédente, mais n'en avait déclaré que 89 000 $ à l'IRS. Ces registres commerciaux étaient bâclés, clairement conçus pour cacher des revenus plutôt que pour les suivre correctement. Vincent l'aidait. Son expertise comptable avait créé un système de fausses factures et de dépenses fictives qui faisait paraître l'entreprise moins rentable qu'elle ne l'était. Il participait activement à la fraude fiscale. Teresa a souri en voyant les documents. Ça change tout. Nous avons signalé la fraude fiscale à l'IRS et au département des revenus de Pennsylvanie. Les deux agences prennent l'évasion fiscale très au sérieux, surtout lorsqu'il y a des preuves claires. Ils ont immédiatement ouvert des enquêtes. Mais je n'avais pas fini. Loin de là. Pendant que Teresa menait la guerre juridique, je me suis concentrée sur la collecte d'informations. Vincent avait toujours été négligent avec son ordinateur, utilisant le même mot de passe pour tout, Patricia 1975, le nom et l'année de naissance de sa mère.
Je le savais parce qu'il m'avait demandé de configurer son ordinateur portable lorsque nous nous sommes mariés. Avant que la PFA ne soit signifiée, j'avais fait des copies de son disque dur. Tout, fichiers de travail, documents personnels, photos, historique de navigation, mots de passe enregistrés. Techniquement discutable d'un point de vue juridique, c'est pourquoi Teresa n'a jamais demandé d'où je tenais certaines informations. Elle utilisait simplement ce qu'elle pouvait vérifier par les voies officielles. L'email professionnel de Vincent a révélé quelque chose d'intéressant. Il avait une liaison avec une collègue nommée Simone depuis 8 mois. Les emails étaient explicites, parlant de chambres d'hôtel et de pause déjeuner, et de son impatience à quitter sa femme ennuyeuse. Il y avait aussi des photos. Des photos très peu professionnelles prises dans ce qui ressemblait au bureau de Morrison et Associés après les heures de travail. Morrison et Associés avaient une clause de moralité stricte dans ses contrats de travail. Les relations sur le lieu de travail devaient être divulguées au RH. Les liaisons menées sur la propriété de l'entreprise en utilisant les ressources de l'entreprise étaient un motif de licenciement immédiat. J'ai envoyé un colis anonyme à l'associé directeur avec des copies imprimées des emails et des photos les plus accablants. Aucune explication, aucune note, juste les preuves. Vincent a été licencié en 1 semaine. Sa sœur Gwendaline avait ses propres secrets. Son mariage avec Lucas était apparemment une mascarade à ce stade. Elle s'était plainte à Vincent dans des SMS que Lucas la touchait à peine, qu'il passait tout son temps au travail ou avec ses amis, et qu'elle le soupçonnait de la tromper. Elle avait commencé sa relation avec Bradley par vengeance, bien que cela se soit transformé en quelque chose de plus. Le problème était que Lucas ne savait rien. Il pensait que sa femme était fidèle, que leur mariage était solide malgré quelques difficultés. Il venait d'une vieille famille riche, et sa famille avait des valeurs très traditionnelles sur le mariage et l'infidélité. Le divorce dans sa famille était considéré comme honteux. Je ne connaissais pas bien Lucas, mais je savais où il travaillait, le cabinet d'investissement de sa famille en ville. J'ai créé une adresse email anonyme et lui ai envoyé un simple message: votre femme vous trompe avec Bradley Carmichael depuis 7 mois. Vérifiez ses relevés téléphoniques si vous ne me croyez pas. Le numéro est le 215 555 0147. Apparemment, Lucas a vérifié. Les avocats de sa famille ont demandé le divorce 2 semaines plus tard, invoquant l'adultère. En Pennsylvanie, l'adultère peut affecter la pension alimentaire et la répartition des biens. Gwendaline était sur le point de perdre son style de vie confortable. Les problèmes de Bradley étaient différents. En tant qu'agent immobilier commercial, sa réputation était tout. Son entreprise dépendait de la confiance, des relations et des références. Il travaillait pour une petite agence appelée Sterling Property, qui s'adressait à une clientèle haut de gamme. J'ai découvert, grâce à quelques recherches, que Bradley avait l'habitude de gonfler la valeur des biens et de cacher les défauts pour conclure des affaires plus rapidement. L'une de ses ventes récentes concernait un entrepôt dans le sud de Philadelphie qu'il avait présenté comme ayant un système CVC entièrement fonctionnel et une nouvelle installation électrique. Les acheteurs avaient découvert après la clôture que le CVC avait 20 ans et fonctionnait à peine, et que l'électricité n'avait pas été mise à jour depuis les années 1980. Ils menaçaient de poursuivre. Je les ai contactés par l'intermédiaire d'un ami, offrant de témoigner en tant que témoin de moralité sur la malhonnêteté de Bradley s'ils en avaient besoin. Ils ont été reconnaissants de ce soutien. Le procès a suivi, et l'agence de Bradley a finalement accepté de payer $200 000 pour éviter un procès. Sterling Property a mis fin à son contrat peu de temps après. Il ne pouvait pas se permettre d'avoir des agents qui généraient des poursuites judiciaires. La procédure de divorce a progressé. Vincent a tout contesté, naturellement. Il a affirmé que les brûlures étaient accidentelles, que j'avais flirté avec Bradley, que j'essayais de lui voler son argent. Son avocat m'a dépeinte comme une femme vindicative essayant de profiter d'un accident tragique. Teresa a détruit ce récit. Elle a présenté les preuves médicales montrant que les motifs des brûlures correspondaient à de l'huile jetée, et non éclaboussée accidentellement. Elle a apporté le rapport de police documentant que j'avais été traînée dehors par les cheveux. Elle a montré des photos de mes blessures prises à l'hôpital, des images si dérangeantes qu'un membre du personnel du tribunal a quitté la salle.
Les propres SMS de Vincent l'ont gravement desservi. Après l'incident, il a texté à Gwendaline, « Tu crois qu'on est allé trop loin ?» Nathalie avait l'air vraiment mal. Elle avait répondu, elle l'a mérité de faire les yeux doux à Bradley. N'aie pas pitié d'elle. Ces textes prouvaient la préméditation et la conscience de sa culpabilité. L'avocat de Vincent a essayé de les faire exclure, mais le juge les a autorisés. La bataille juridique s'est étendue sur 4 mois de déposition, de requêtes et d'audience au tribunal. L'avocat de Vincent, un homme d'âge mûr nommé Gérald Hoffman, a essayé toutes les tactiques possibles. Il a déposé des requêtes en irrecevabilité, des requêtes pour supprimer des preuves, des requêtes en ajournement. Teresa a contré chacune d'elles méthodiquement, construisant notre dossier brique par brique. Pendant la déposition de Vincent, il s'est effondré. Teresa l'a interrogé pendant 6 heures d'affilée, décortiquant chaque incohérence de son histoire. Il a prétendu que le jet d'huile était un accident, qu'il avait tendu la main pour déplacer la poêle et que sa main avait glissé. Mais la disposition de la cuisine rendait cela impossible. La cuisinière était contre le mur, et j'étais assise à la table à 15 pieds, environ 4,5 mètres, de là. La physique seule réfutait sa version des faits. Monsieur Harrison, pouvez-vous nous montrer comment votre main a glissé de telle manière que de l'huile chaude a parcouru 4,5 mètres à travers une pièce, a demandé Teresa, sa voix suintant le scepticisme. Vincent a bégayé, son visage devenant rouge. Je ne me souviens pas exactement. Tout s'est passé si vite. Mais vous vous souvenez que votre femme flirtait avec Bradley? Oui, vous vous en souvenez clairement, mais pas de la façon dont vous l'avez agressé. Son avocat a objecté, mais le mal était fait. La transcription de la déposition montrerait la mémoire sélective de Vincent à tout le monde. La déposition de Patricia fut encore plus révélatrice. Elle a essayé de garder son sang-froid, jouant le rôle de la belle-mère inquiète qui avait simplement perdu son calme dans une situation difficile. Teresa ne l'a pas laissé se cacher derrière cette façade. Madame Harrison, vous avez traîné ma cliente dehors par les cheveux alors qu'elle avait de graves brûlures couvrant son visage et son cou. Est-ce exact? Je lui ai demandé de partir. Elle faisait une scène. Elle hurlait de douleur à cause de graves brûlures. Ce n'est pas faire une scène. C'est une urgence médicale. Pourquoi n'avez-vous pas rappelé à l'aide? Les lèvres de Patricia se sont pressées en une ligne fine. Je pensais qu'elle était dramatique. Dramatique? Votre belle-fille avait des brûlures visibles, la peau boursouflée, se tordait de douleur sur le sol de votre cuisine, et vous pensiez qu'elle était dramatique? Elle avait été inappropriée avec Bradley toute la soirée. Selon qui? Selon Gwendaline. Donc, sur la seule parole de votre fille, sans aucune preuve, vous avez décidé d'agresser une femme blessée? L'avocat de Patricia a objecté, mais encore une fois, le dossier parlerait de lui-même. Gwendaline a d'abord refusé de déposer. Elle a invoqué une détresse émotionnelle et a obtenu un certificat médical l'excusant. Teresa a déposé une requête pour la contraindre à témoigner, arguant que l'état émotionnel de Gwendaline était sans pertinence pour son obligation légale de témoigner. Le juge a accepté. Quand Gwendaline s'est finalement assise pour sa déposition, elle était en piteux état. Ses mèches coûteuses avaient repoussé, montrant des racines sombres. Elle portait un maquillage minimal et une robe qui semblait avoir été tirée du fond de son placard. La séparation d'avec Lucas lui pesait clairement. Mademoiselle Harrison, c'est vous qui avez initié la confrontation au dîner, n'est-ce pas? Je ne faisais qu'une observation. Votre observation était, et je cite, « Vous allez arrêter de vous regarder tous les deux ». C'est exact? Oui. Et cela était basé sur quelle preuve? Bradley n'arrêtait pas de regarder Nathalie toute la soirée et elle le regardait en retour. Plusieurs témoins ont déclaré que Madame Harrison, Nathalie, regardait son téléphone pendant la majeure partie du dîner. Comment conciliez-vous cela avec votre affirmation? Je sais ce que j'ai vu. Vraiment? Parce que votre petit ami Bradley a déclaré dans son interrogatoire de police que Nathalie lui avait souri plus tôt. Pas pendant le dîner. Plus tôt. Alors, qu'en est-il?
Flirtait-elle pendant le dîner ou avait-elle souri à un moment antérieur non spécifié? Le visage de Gwendoline est devenu pâle. Elle ne savait pas que Bradley avait changé son histoire. Pendant le dîner, elle flirtait définitivement pendant le dîner. Mais Bradley dit plutôt. Vous n'arrivez même pas à accorder vos mensonges. La déposition a tourné au vinaigre à partir de là. Gwendoline s'est contredite à plusieurs reprises, est devenue défensive, et a finalement fondu en larmes. Son avocat a demandé une suspension à 2 reprises. À la fin, même son propre avocat semblait dégoûté par elle. La déposition de Bradley était prévue mais n'a jamais eu lieu. Son avocat lui a conseillé d'invoquer ses droits du 5e amendement contre l'auto-incrimination. Décision intelligente, considérant que ces fausses déclarations à la police pouvaient potentiellement être qualifiées de fausses déclarations ou d'entrave à la justice. Son refus de témoigner a cependant eu un très mauvais effet pour les autres. Pendant ce temps, l'enquête criminelle se poursuivait séparément. Le bureau du procureur de district avait examiné l'affaire et décidé de porter des accusations. Vincent a été accusé de voies de fait aggravées et de mise en danger d'autrui. Patricia a été accusée de voies de fait simples pour l'incident où elle m'a tiré les cheveux. Gwendoline faisait face à des accusations de complot en vue de commettre des voies de fait et de fausses déclarations à la police. Les procès criminels n'auraient pas lieu avant des mois, peut-être plus d'1 an étant donné l'arriéré judiciaire. Mais les accusations elles-mêmes ont suffi à dévaster leur vie entre-temps. Vincent a perdu sa licence professionnelle. Le Conseil d'État de la comptabilité de Pennsylvanie a suspendu sa certification de CPA en attendant l'issue des accusations criminelles. Même s'il était acquitté, ce qui semblait peu probable, la suspension signifiait qu'il ne pouvait plus travailler comme comptable. Sa carrière était terminée. L'entreprise de traiteur de Patricia a perdu des clients rapidement. La nouvelle s'est répandue dans les cercles sociaux de la Mainline au sujet des accusations d'agression et de l'enquête de l'IRS. Les familles riches qui utilisaient ces services depuis des années ont discrètement annulé leur contrat. Personne ne voulait être associé à quelqu'un faisant face à des accusations criminelles, surtout pour quelque chose d'aussi brutal que ce qu'elle avait fait. Le chiffre d'affaires de son entreprise a chuté de 80% en 2 mois. Elle a licencié son personnel, fermé sa cuisine commerciale et a commencé à travailler depuis sa maison pour les quelques clients qui restaient. Les saisies de l'IRS sur ses comptes professionnels rendaient de toute façon l'exploitation quasi impossible. Chaque paiement qu'elle recevait était immédiatement saisi. La procédure de divorce de Gwendoline s'est accélérée après le dépôt des accusations criminelles. La famille de Lucas a utilisé les accusations comme preuve supplémentaire de son mauvais caractère. Ses avocats ont soutenu qu'elle était moralement inapte et avait démontré des tendances violentes, cherchant à limiter encore plus son accès aux actifs de Lucas. L'audience de divorce a été brutale. L'avocate de Lucas, un requin nommé Margaret Whitmore, a éviscéré Gwendoline à la barre. Elle l'a interrogée sur l'adultère, sur l'agression, sur son historique d'emploi, ou son absence, sur sa dépendance financière à l'argent de la famille de Lucas. Mademoiselle Harrison, vous avez été sans emploi ou sous-employée pendant la majeure partie de votre mariage, n'est-ce pas? Je travaillais à temps partiel à la galerie. Gagnant 15 000 $ par an tout en vivant dans une maison de 2,3 millions de dollars, conduisant une voiture de 70 000 $ et dépensant en moyenne 8 000 $ par mois en dépenses personnelles. D'où venait cet argent? Lucas le fournissait. La famille de Lucas le fournissait. La même famille que vous avez trahi en ayant une liaison. La même famille dont vous avez maintenant traîné le nom dans une procédure criminelle. Dites-moi, qu'est-ce qui vous donne exactement le droit de continuer à vivre de leur fortune? Gwendoline n'avait pas de réponse. Le juge lui a accordé 180 000 $ en règlement, à peine assez pour couvrir 2 ans de loyer dans un appartement modeste et payer sa part de mon jugement civil. Pas de pension alimentaire, pas de part de la maison conjugale, rien du fonds fiduciaire de Lucas. Elle est partie avec pratiquement rien après que j'ai pris ma part. Ma propre vie se stabilisait lentement. La chirurgie plastique avait commencé, en commençant par le pire des cicatrices sur ma joue. Le docteur Reeves, mon chirurgien plasticien, était optimiste quant à la réduction des dommages visibles, bien qu'il ait averti que j'aurais toujours des cicatrices.
Les brûlures étaient sévères, a-t-il expliqué lors d'une consultation. Mais les tissus guérissent bien. Nous pouvons faire des traitements au laser, de la dermabrasion, peut-être quelques greffes de peau pour les zones les plus touchées. Vous verrez une amélioration significative. Chaque procédure était douloureuse et coûteuse, mais mon procès civil finirait par tout couvrir. Pour l'instant, je me débrouillais avec mon assurance et un peu d'aide de ma mère, qui avait insisté pour contribuer à mes frais médicaux. Le travail est devenu mon refuge. Je me suis jetée dans les projets, restant tard au bureau, me portant volontaire pour des missions supplémentaires. Mon patron a remarqué que la qualité de mon travail s'améliorait malgré tout ce que je traversais. Ou peut-être à cause de cela. La colère et la douleur devaient bien aller quelque part, et je les ai canalisées dans la créativité. J'ai repensé toute l'identité de marque d'un client majeur, créant quelque chose d'audacieux et de féroce qui a remporté des prix. Mes collègues m'ont félicité, me demandant où je trouvais une telle inspiration. Je ne leur ai pas dit qu'elle venait de la rage, du besoin brûlant de prouver que Vincent et sa famille ne m'avaient pas brisé. Les mois se sont écoulés. Les procédures judiciaires avançaient lentement, broyant à la vitesse des glaciers. Les dates d'audience étaient reportées, des requêtes déposées, des mémoires soumis. Teresa me tenait au courant de tout, mais parfois le poids semblait insupportable. Je voulais les voir punis. Je voulais Vincent me noter. Je voulais que Patricia perde tout ce qu'elle avait construit. Je voulais que Gwendaline comprenne ce qu'elle avait détruit avec sa crise de jalousie. Mais je voulais aussi guérir. La contradiction vivait constamment en moi. Le besoin de vengeance luttant contre le besoin d'aller de l'avant. Ma thérapeute, le Dr Walsh, m'a aidé à comprendre que les deux besoins étaient valables. Que vouloir la justice ne faisait pas de moi une mauvaise personne. Vous avez le droit d'être en colère, m'a-t-elle dit lors d'une séance. Ce qu'ils ont fait était horrible. La colère est la réponse appropriée. Mais je ne veux pas être consumé par elle. Vous ne l'êtes pas. Vous engagez une action en justice, ce qui est sain. Vous vous protégez. Vous reconstruisez votre vie. Ce n'est pas être consumé. C'est être stratégique. Stratégique. J'aime ce mot mieux que vengeresse. Le règlement du divorce est arrivé en août, 5 mois après l'agression. J'ai obtenu la maison, entièrement payée en utilisant la part de Vincent de nos actifs. J'ai obtenu 70% de nos économies et comptes de retraite communs. J'ai eu ma voiture et la plupart de nos meubles. Vincent a pu garder sa voiture et ses effets personnels, qu'il a dû récupérer de la maison lors d'une visite supervisée. La visite supervisée a été organisée par le bureau de Teresa. Vincent a eu une fenêtre de 2 heures un samedi matin pour récupérer ses affaires. Un shérif adjoint se tenait dans mon salon pendant que Vincent transportait des boîtes vers un camion de location. Je n'étais pas là. Je ne pouvais pas supporter d'être dans le même espace que lui, même sous surveillance. Ma mère est restée à la maison pour s'assurer que rien qui n'était pas à lui ne soit emporté. Elle m'a appelé après, la voix tendue de colère. Il a pleuré tout le temps, a-t-elle dit. Il n'arrêtait pas de dire que c'était aussi sa maison, que je ruinais sa vie. L'adjoint a dû lui dire 3 fois de se dépêcher. Bien, ai-je dit. J'espère qu'il pleurera tous les jours pour le reste de sa vie. Ma mère est restée silencieuse un instant. Il a pris l'album de photos de mariage. Je lui ai dit que ce n'était pas sur la liste des objets approuvés, mais il l'a attrapé quand même et est sorti avant que l'adjoint puisse l'arrêter. Je me fichais de l'album. Qu'il garde des photos de temps plus heureux, des rappels de tout ce qu'il avait détruit. Peut-être que les regarder lui ferait plus de mal que les perdre ne m'en ferait à moi. Le règlement du procès civil est arrivé 2 semaines après la finalisation du divorce. Leurs avocats savaient qu'ils perdraient au procès. J'ai reçu 500 000 $, répartis entre les 3. La part de Vincent était de 200 000 $. 50 000 $ provenaient immédiatement de ses comptes de retraite, et les 150 000 $ restants seraient payés par un plan mensuel de 1 250 $ pour les 10 prochaines années. Patricia a dû contracter un prêt sur son entreprise pour sa part de 150 000 $. La part de Gwendaline était de 150 000 $, provenant du règlement qu'elle avait reçu de son propre divorce, le réduisant considérablement.
Le plan de paiement pour Vincent signifiait qu'il m'enverrait de l'argent chaque mois pendant la prochaine décennie. Chaque mois, il devrait signer un chèque ou mettre en place un virement, un rappel constant de ce qu'il avait fait. Teresa avait insisté pour le structurer de cette façon plutôt qu'en une somme forfaitaire. Laissez-le souffrir lentement, avait-elle dit. Le prêt de Patricia provenait d'un prêteur prédateur qui facturait 18% d'intérêt. Aucune banque réputée ne prêterait à quelqu'un sous enquête de l'IRS avec une entreprise en faillite. Elle paierait ce prêt pendant des décennies, en supposant qu'elle parvienne un jour à le rembourser. Le règlement de divorce de Gwendaline avait été de $180 000. Sa part de mon jugement était de $150 000. Il ne lui resterait presque rien après m'avoir payé, et ce qui resterait disparaîtrait rapidement compte tenu de son manque de revenus. Mais l'argent n'était pas la vraie victoire. La vraie victoire était de voir leur vie s'effondrer. Les procès criminels ont commencé en octobre, 7 mois après l'agression. Le procès de Vincent a eu lieu en premier, car les voies de fait aggravées étaient l'accusation la plus grave. L'accusation a présenté un dossier dévastateur. Ils ont montré au jury des photos de mes brûlures, ont appelé les ambulanciers qui m'ont soigné, ont fait témoigner le docteur Reeves sur les cicatrices permanentes. La procureure, une femme brillante nommée Diana Torres, a guidé le jury à travers chaque détail. Mesdames et messieurs, M. Harrison n'a pas seulement blessé sa femme dans un moment de colère. Il a pris une poêle d'huile chaude, a traversé la cuisine et l'a jetée à son visage. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une main qui glisse. C'était une violence délibérée, calculée, conçue pour causer un maximum de dommages. L'avocat de Vincent a tenté de le dépeindre comme un homme qui avait perdu le contrôle après avoir été trahi. Mon client croyait que son mariage était bafoué devant toute sa famille. Il a mal réagi. Oui, il a commis une terrible erreur. Mais ce n'était pas une agression préméditée. C'était un crime passionnel. Le jury n'a pas marché. Ils ont vu les photos. Ils ont entendu comment Patricia m'avait traîné dehors par les cheveux pendant que je hurlais de douleur. Ils ont lu les SMS où Vincent s'inquiétait d'être allé trop loin mais n'avait jamais appelé les secours. Ils ont compris que ce n'était pas de la passion, c'était de la cruauté. Le verdict est tombé après 3 jours de délibération. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Le juge a fixé la sentence pour 2 semaines plus tard. Le procès de Patricia a été plus court. Les preuves contre elle étaient simples. Plusieurs témoins l'avaient vue me traîner dehors par les cheveux. Son avocat a tenté de plaider la capacité diminuée, affirmant qu'elle avait été submergée par l'émotion en voyant le mariage de son fils s'effondrer. Le procureur a répliqué que l'émotion ne justifiait pas l'agression, surtout contre une personne déjà blessée. Patricia a été reconnue coupable en moins de 2 jours. Voie de fait simple, condamnée à 6 mois de prison de comté et 2 ans de probation. Elle purgerait sa peine les week-ends pour éviter de perdre ce qui restait de son entreprise de traiteur, bien qu'il n'y ait plus grand-chose à perdre. Le procès de Gwendaline a été le plus satisfaisant à regarder. Elle avait été l'instigatrice, celle qui avait déclenché tout ce cauchemar avec ses accusations jalouses. Le procureur l'a accusée de complot en vue de commettre des voies de fait et de fausses déclarations à la police. Son avocat a tenté de la dépeindre comme une spectatrice innocente qui avait simplement exprimé ses inquiétudes sur ce qu'elle pensait avoir vu. Mais le jury a entendu le témoignage de Bradley. Il avait finalement obtenu l'immunité pour témoigner. Et il avait admis que Gwendaline lui avait spécifiquement demandé de soutenir son histoire, même s'il ne m'avait pas réellement vu flirter avec lui. Elle m'a dit de dire que Nathalie m'avait souri plus tôt, a témoigné Bradley, l'air mal à l'aise dans son costume bon marché. Elle a dit que ça donnerait une leçon à Nathalie pour avoir essayé de lui voler son petit ami. Mais vous n'étiez pas vraiment son petit ami au moment du dîner, n'est-ce pas, a demandé le procureur. Non, nous venions de commencer à nous voir. Ce n'était pas encore sérieux. Donc, Gwendaline a fabriqué un scénario où sa belle-sœur était censée flirter avec un homme qu'elle connaissait à peine, vous a convaincu de mentir à la police, et a déclenché des événements qui ont conduit à des blessures graves. Est-ce exact? Oui. Gwendaline a été reconnue coupable des 2 chefs d'accusation. Le juge l'a condamnée à 3 mois de prison et 3 ans de probation.
Contrairement à sa mère, elle purgerait sa peine consécutivement, enfermée pendant 90 jours d'affilée. L'audience de détermination de la peine de Vincent a été chargée en émotions. Son avocat a fait venir des témoins de moralité, d'anciens collègues, des voisins, même son ancien colocataire d'université. Ils ont tous témoigné de la bonne personne qu'était Vincent, de la façon dont cela était complètement hors de son caractère, qu'il avait commis une terrible erreur dans une vie par ailleurs respectable. Diana Torres a pulvérisé ce récit. Votre Honneur, nous avons entendu parler du caractère de Monsieur Harrison. Nous avons entendu dire qu'il était un bon voisin. Un collègue décent. Mais le caractère se révèle dans la crise. Et lorsque Monsieur Harrison a fait face à une crise qu'il a lui-même créée sur la base de fausses accusations de sa sœur, il a choisi la violence. Il a choisi de prendre une poêle d'huile bouillante et de la jeter au visage de sa femme. C'est ça. Son caractère. Elle a fait un geste vers l'endroit où j'étais assise dans la salle. Madame Harrison portera les cicatrices de la terrible erreur de son mari pour le reste de sa vie. Elle a subi de multiples interventions chirurgicales pour réparer les dommages. Greffe de peau, traitement au laser, chirurgie de révision des cicatrices. Elle a dépensé plus de 60 000 $ en frais médicaux. Elle a souffert de SSPT, de cauchemars, de dépression. Étage M. Harrison veut la clémence parce qu'il est généralement un type bien. Le juge a été d'accord avec l'accusation. Vincent a été condamné à 3 ans de prison d'État avec possibilité de libération conditionnelle après 18 mois. Il purgerait une vraie peine derrière les barreaux, pas une prison de week-end comme sa mère. J'ai regardé l'huissier l'emmener menotter. Vincent s'est retourné une fois vers moi, son visage un mélange de colère et de désespoir. Je l'ai regardé en retour avec rien d'autre que du mépris. Il avait jeté notre mariage, sa carrière, sa liberté, tout ça parce qu'il n'avait pas pu contrôler sa colère pendant 30 secondes. La salle d'audience s'est vidée lentement. Teresa a posé une main sur mon épaule. Comment te sens-tu? Fatiguée, ai-je admis, mais satisfaite. Bien. Tu devrais l'être. La justice a été rendue aujourd'hui. Dehors, des journalistes attendaient. L'affaire avait attiré l'attention des médias locaux. Violence domestique entraînant des cicatrices permanentes, plusieurs membres de la famille accusés, un comptable éminent allant en prison. Mon histoire était devenue publique d'une manière que je n'avais jamais voulu. J'ai fait une brève déclaration. J'espère que cette affaire envoie le message que la violence domestique a des conséquences. Personne ne devrait être agressé dans sa propre maison, par sa propre famille. Et voir les responsables échapper à la justice. Je suis reconnaissante au bureau du procureur de district et à tous ceux qui m'ont soutenue à travers ce cauchemar. Les journalistes ont crié des questions, mais Teresa m'a guidée vers sa voiture. Nous sommes retournés à son bureau en silence, toutes deux épuisées par des mois de bataille juridique. Et maintenant, ai-je demandé alors que nous entrions dans le parking. Maintenant, tu guéris, a-t-elle dit. Tu as tout gagné. Le divorce, le procès, les affaires pénales. Vincent est en prison. Patricia est ruinée. La réputation de Gwendaline est détruite. Tu as obtenu justice, Nathalie. Une vraie justice. Elle avait raison. J'avais tout ce pourquoi je m'étais battue. Mais assise dans cette voiture, je me sentais vide plutôt que triomphante. La colère qui m'avait soutenue pendant des mois s'estompait, ne laissant derrière elle que l'épuisement. L'enquête de l'IRS sur l'entreprise de Patricia a abouti à des arriérés d'impôts, des pénalités et des intérêts totalisant près de 300 000 $. Elle a dû vendre son entreprise de traiteur pour payer. L'acheteur l'a eu pour une bouchée de pain, car une entreprise sous enquête fédérale ne se vend pas au prix fort. Patricia Esfindinigne est devenue l'histoire à succès de quelqu'un d'autre. Vincent ne trouvait pas de travail. Son licenciement de Morrison et associé pour une liaison, combiné à son implication dans la fraude fiscale de sa mère, le rendait inemployable dans toute entreprise réputée. Il avait emménagé chez Patricia après avoir perdu la maison, mais maintenant elle était ruinée aussi. Aux dernières nouvelles, il faisait la comptabilité pour un petit garage dans un mauvais quartier, gagnant un quart de son ancien salaire. Gwendaline a tout perdu dans son divorce.
Les avocats de la famille de Lucas avaient été sans pitié, utilisant son adultère pour s'assurer qu'elle n'obtienne presque rien. Elle vivait de l'argent de Lucas depuis des années sans véritable carrière. Le travail à la galerie d'art payait à peine assez pour couvrir un studio. Elle était passée d'un manoir à Radnor à un immeuble délabré à Upper Darby. Bradley ne s'est jamais remis professionnellement. Le procès et le licenciement l'ont suivi. L'immobilier commercial est un petit monde à Philadelphie, et la rumeur se propage vite sur les agents auxquels on ne peut pas faire confiance. Il a essayé de déménager dans le New Jersey pour prendre un nouveau départ, mais sa réputation l'avait précédé. La dernière fois que j'ai regardé sur LinkedIn, il vendait des voitures. L'ordonnance de protection contre les abus est restée en vigueur. Vincent ne pouvait pas me contacter, ni s'approcher de moi, ni tenter de me joindre. Sa mère a essayé une fois, se présentant à mon lieu de travail pour parler. La sécurité l'a escorté dehors, et j'ai déposé une plainte qui a étendu la PFA à elle aussi. Mon visage a guéri lentement. Les cicatrices étaient permanentes, bien que la chirurgie plastique ait aidé à les réduire. Je n'aurai jamais exactement le même aspect, mais les médecins ont fait un travail remarquable. Les lésions nerveuses au cou et à l'épaule se sont améliorées avec la physiothérapie, bien que j'ai encore des douleurs et des engourdissements occasionnels. Les dommages psychologiques ont mis plus de temps à se résorber. J'ai commencé à voir un thérapeute, le Dr Walsh, spécialisé dans les traumatismes. Nous avons parlé de confiance, de la reconstruction de ma vie, de la colère qui vivait dans ma poitrine comme un charbon ardent. Elle m'a aidé à comprendre que la vengeance avait été nécessaire à ma survie, mais que la guérison exigerait quelque chose de plus. Je me suis jetée dans le travail. Mon patron avait été incroyablement solidaire tout au long, me donnant du temps libre pour les rendez-vous médicaux et la thérapie, ne me mettant jamais la pression sur les délais. Mes créations sont devenues plus nettes, plus audacieuses, plus créatives. Les clients l'ont remarqué. J'ai été promue au poste de designer senior avec une augmentation significative. J'ai recommencé à sortir avec des hommes, éventuellement, bien qu'il m'ait fallu du temps pour faire confiance à quelqu'un. Un gars de ma salle de sport, Aaron, m'a invité à prendre un café. Il avait immédiatement remarqué mes cicatrices, mais n'avait jamais posé de questions à leur sujet, me traitant comme une personne normale. À notre 3e rendez-vous, je lui ai raconté toute l'histoire. Il a écouté sans m'interrompre, puis a dit, « Ils ont de la chance que tu n'aies détruit que leurs finances et leur carrière. Certaines personnes auraient fait pire. » J'ai apprécié qu'ils comprennent. Ma mère venait souvent me rendre visite, restant dans la chambre d'amis et préparant des repas comme elle le faisait quand j'étais jeune. Elle avait été si en colère après l'agression, plus en colère que je ne l'avais jamais vue. Voir la famille de Vincent s'effondrer lui avait procuré de la satisfaction, elle aussi, bien qu'elle ait essayé de le cacher. « Est-ce mal que je sois contente qu'il souffre ?» m'a-t-elle demandé un soir au dîner. « Non, ai-je dit. C'est la justice. » La maison semblait différente sans Vincent. Mieux. J'avais tout redécoré, effaçant toute trace de lui. Nouvelle peinture, nouveaux meubles, nouvelles œuvres d'art au mur. La cuisine où il avait attrapé la poêle a été entièrement rénovée. Je ne supportais plus de regarder cette cuisinière. Des amis du travail m'ont aidé à faire de la maison à nouveau la mienne. Ils venaient pour des dîners, des soirées-jeux, des brunchs paresseux le dimanche. La maison que Vincent avait essayé de me prendre est redevenue un lieu de chaleur et de rire. J'ai croisé Gwendaline une fois, environ 1 an après tout ça. Elle sortait d'une épicerie avec un seul sac, l'air épuisé et plus vieille que ses 34 ans. Elle m'a vue et s'est figée. J'aurais pu passer sans rien dire. Une partie de moi le voulait, mais une autre partie avait besoin qu'elle sache. « C'est toi qui t'es fait ça, lui ai-je dit. À vous tous. Vous auriez pu simplement me laisser dîner en paix. » Elle a ouvert la bouche pour répondre, puis l'a refermée. Que pouvait-elle dire? Qu'elle était désolée? Que c'était une erreur? Les brûlures sur mon visage racontaient une autre histoire. Je suis partie sans me retourner. Vincent a tenté de m'envoyer une lettre 2 ans après le divorce. Elle est arrivée au bureau de mon avocate, car il ne pouvait pas me contacter directement.
Teresa a appelé pour me demander si je voulais qu'elle la lise d'abord pour filtrer tout ce qui pourrait être dérangeant. Dites-moi juste ce qu'elle dit, lui ai-je répondu. Il demande pardon. Il dit qu'il suit une thérapie, qu'il travaille sur lui-même, qu'il comprend maintenant que ce qu'il a fait est impardonnable. Il demande s'il y a une chance que tu puisses lever la PFA pour qu'il puisse tenter de s'excuser correctement. Non. C'est ce que je pensais. Je la classe. Je n'ai jamais répondu à la lettre. Vincent ne méritait ni mon pardon ni mon temps. Il m'avait jeté de l'huile bouillante au visage parce que sa sœur était jalouse. Il était resté là pendant que sa mère me traînait dehors par les cheveux. Il m'avait traité de dégoûtante et m'avait laissé hurlant sur le sol. Certaines choses ne peuvent être pardonnées. Certaines choses ne devraient pas l'être. 3 ans après cette nuit de mars, je vivais ma meilleure vie. Les cicatrices s'étaient estompées en fines lignes que le maquillage couvrait principalement. Les lésions nerveuses étaient gérables. Aaron et moi avions emménagé ensemble, parlant de mariage d'une manière qui semblait authentique et sûre. Ma carrière était florissante. J'avais même commencé à donner des ateliers de design le week-end, partageant mes compétences avec d'autres. L'entreprise de Patricia a été complètement vendue. Elle avait déménagé dans un petit appartement dans le Delaware, travaillant comme serveuse dans une chaîne de restaurants. La femme qui avait autrefois servi des sénateurs et des millionnaires servait des oignons frits et des côtes levées aux touristes. Vincent faisait toujours de la comptabilité au garage. Sa carrière de comptable était définitivement détruite. Il a posté une fois sur Facebook qu'il apprenait des leçons difficiles et devenait une meilleure personne, mais les commentaires avaient été désactivés. Personne ne voulait de ses nouvelles. Gwendaline avait déménagé 3 fois, chaque appartement plus petit et plus déprimant que le précédent. Elle avait pris du poids, perdu son apparence soignée, ne ressemblant en rien à la femme souriante qui avait ri pendant que je hurlais. Bradley avait déménagé en Floride, l'abandonnant complètement. Elle travaillait maintenant dans le commerce de détail dans un grand magasin, pliant des vêtements pour le salaire minimum. Leur vie était devenue exactement ce qu'ils méritaient. Petite, difficile, pleine de conséquences auxquelles ils ne pouvaient échapper. Je pensais parfois à cette nuit, au moment où tout a changé. L'huile frappant ma peau, la douleur comme je n'en avais jamais connue, le choc de réaliser que mon mari était capable d'une telle violence, le son du rire de Gwendaline alors que j'étais allongée, saignant sur le sol. Mais je pensais aussi à ce qui est venu après, à la façon dont j'avais refusé d'être une victime, comment je m'étais battue avec tout ce que j'avais. Comment j'avais systématiquement démantelé la vie de tous ceux qui m'avaient blessée. Ils s'attendaient à ce que je disparaisse, que je me terre dans la honte et la douleur. Au lieu de cela, j'étais devenue leur pire cauchemar. Les cicatrices sur mon visage étaient des rappels permanents de leur cruauté. Mais elles étaient aussi des rappels de ma force, de ma résilience, de mon refus absolu de les laisser gagner. Aaron traçait parfois les cicatrices quand nous étions allongés dans le lit ensemble, ses doigts doux sur ma peau. « Tu es belle », disait-il. Et je le croyais. Parce que je l'étais. Pas malgré les cicatrices, mais en les incluant. Elles faisaient partie de mon histoire maintenant, partie de la femme que j'étais devenue. Vincent et sa famille avaient essayé de me détruire. Au lieu de cela, ils m'avaient forgé en quelque chose de plus dur, quelque chose qu'ils ne pourraient plus jamais toucher. J'avais gagné. Ils avaient tout perdu. Leurs entreprises, leur argent, leur réputation, leur vie confortable. Je m'en étais assurée. Chaque preuve que j'avais recueillie, chaque procès que Teresa avait intenté, chaque tuyau anonyme que j'avais envoyé avait été un clou de plus dans leur cercueil. Certains appelleraient ça de la vengeance. J'appelais ça la justice. La femme qui avait été jetée d'une maison avec le visage couvert de brûlures était partie. La femme qui restait avait construit une nouvelle vie sur les cendres, plus forte et meilleure qu'avant. J'avais ma maison, ma carrière, ma relation, mon avenir. Ils n'avaient que des regrets et la connaissance qu'ils s'étaient infligé tout cela eux-mêmes. Au 3e anniversaire de l'agression, j'ai organisé un dîner. Mes amis les plus proches sont venus, y compris Teresa, qui était devenue une amie au-delà de son rôle d'avocate. Nous avons mangé de la bonne nourriture, bu du vin cher, ri jusqu'à en avoir mal aux joues. À la survie,
Apporté un toast Teresa en levant son verre. À la réussite, ai-je corrigé en levant le mien. Nous avons bu, et ça avait le goût de la victoire.